RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, c'est le premier After CAN en direct d'Abidjan. C'est un événement pour l'After qui sera ici pendant un mois, pendant toute la compétition, avec vous tous, les supporters des équipes africaines, fans de foot. On vous attend dans l'After, vous le savez, l'After Première Radio de France, le soir, premier podcast de France qui va donc parler foot africain pendant un mois. Et puis c'est aussi la troisième étape de notre grande tournée internationale. On a été en Algérie, en Espagne, on est maintenant donc en Côte d'Ivoire avec Aurélien Tirsin, reporter RMC Sport qui est ici avec moi. Aurélien, bonsoir. Bonsoir les amis. Alors là, attention, parce que pour la première, on a ramené du lourd. Ah oui. Ah oui, on a ramené de la légende. Et c'est pas moi. Roger Bolli est avec nous. Roger, bonsoir. Bonsoir. Roger, le Racing Club de Lens, évidemment, en intraveineuse. Tous les Lensois qui nous écoutent, appelez-nous au 32-16, n'hésitez pas. Tu es d'origine ivoirienne. Oui, bien sûr. Tu vis ici à Abidjan. Tout à fait. Et donc tu vis le football ici en Côte d'Ivoire. Pleinement, pleinement. Donc c'est parfait de t'avoir avec nous ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup. Enfin, bienvenue chez toi. C'est un plaisir aussi de, de partager du temps avec vous sur RMC. Bon, bah super. On va parler du match dans quelques instants, du foot ici. Et t'es pas venu tout seul. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des clubs très puissants. Ah oui, on ne suit pas trop en France les championnats africains. Parfois on a tort. Vous allez me dire, c'est peut-être difficile de voir les images. Et il y a plusieurs grands clubs ici à Abidjan, dont l'Africa Sport. Oui, évidemment. Un des deux grands clubs, Roger. Ouais. Et tu es venu avec Pierre Mariotti, qui est le coach. Le coach principal de l'Africa Sport. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc coach français ici à Abidjan. Mais tout à l'heure, on aura l'occasion de parler de ton parcours, du club et de ce qui t'a fait venir ici en Côte d'Ivoire. Et puis de ce club de l'Africa Sport, qui est un des grands clubs, je l'ai dit, local. Bon, l'événement ce soir, c'est bien sûr le match d'ouverture. Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, ça s'est terminé il y a à peu près une heure. On va analyser tout ça ensemble. Le standard est ouvert. On parlera un peu plus tard également des matchs de demain. L'actualité du jour également au programme. Et puis on va vous faire un peu d'histoire tout à l'heure avec notre ami Kevin Vestiaire du FC Géopolitique, qui va vous raconter la naissance de la CAN, pourquoi la CAN s'est créée à l'époque des indépendances africaines et ce qu'elle représentait sur le continent à l'époque. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce sera tout à l'heure. Un petit peu plus tard, c'est parti pour le premier After CAN ici en direct d'Abidjan. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et puis on aura d'autres invités surprises. Bah oui, parce que là les joueurs reviennent du stade. Il faut dire que le stade est loin. Très loin, Combien de temps on met là pour revenir Moins une heure pour aller, hein. C'est très loin. Bon. Mais maintenant la route a été refaite, ça va plus vite. Bon. 2-0 pour la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Avant qu'on parle du match, Aurélien, raconte-nous ta soirée. Je suis allé à Trècheville, c'est un quartier populaire au sud du plateau, là où on se trouve. Bon, déjà, on y était cet après-midi avec des collègues. Et bon, déjà, on se fait alpaguer de tous les côtés. Tout le monde a le maillot de la Côte d'Ivoire, les gamins. Y compris toi ? Et moi également, ouais, j'ai ramené le mien. Alors j'ai voulu passer inaperçu, mais bon, c'est un peu compliqué à Trècheville. Je me suis fait alpaguer un peu de tous les côtés. D'ailleurs, on m'a collé évidemment le drapeau ivoirien sur le front, sur les deux joues. J'ai rien demandé. Ça aussi, ça se négocie par contre en France CFA, donc faut être prêt. Hein. J'ai tourné la tête, pas, j'avais le drapeau. Donc là, on t'a mis le maquillage et on t'a dit c'est 500. C'est 1000. On m'a dit c'est 1000. Voilà. Je m'en suis sorti quand même. France CFA, bien sûr. Ouais, exactement. Et non, mais après, franchement, ils étaient assez cinglés, mais dans le bon sens du terme. Là, c'est une énergie de fou, Roger. Tu le sais mieux que moi, évidemment, mais les chaises au-dessus des têtes, les jus qui sautent à chaque but. En plus, le premier but, 3 minutes de jeu, j'étais pas encore bien calé dans ma chaise. Je m'en suis pris partout et franchement, une énergie de fou. Et puis aussi des flocages de maillots assez intéressants. Maillot de Zidane 5 avec marqué Leblanc au lieu de Zidane. T'as le clopier, l'américain, le boucher. Il y avait aussi un maillot on l'a vu ce matin aux Accrètes, Gilbert. Maillot avec le badge de champion du monde, maillot de la Côte d'Ivoire avec le badge de champion du monde. On peut rêver, hein. Exactement, voilà, il y a un petit peu de tout ça. Ça fait partie du folklore. Bon, bah voilà, c'est le bizutage de la CAN. C'est vrai qu'il y a une énergie incroyable, là. C'est un événement à l'échelle. Vous qui vivez ici, Roger et Pierre, ça fait tellement d'années qu'on prépare ça. Et je peux dire que c'était un grand moment aujourd'hui parce que voilà, on est un peu soulagé, hein, parce que ça a été reporté déjà l'année dernière. Ça devait avoir lieu en juin dernier, mais avec les problèmes de pluie, donc on a dû remettre ça à maintenant. Donc les gars les Ivoiriens attendaient ce moment-là avec impatience. Et puis là, aujourd'hui, c'était le grand jour.
Oui, alors c'est marrant parce que en fait c'est la CAN 2023. Voilà, tout à fait. C'est comme la Coupe du Monde au Qatar l'an dernier. Voilà, c'était la exactement. Coupe du Monde 2020. Non, alors ça, non, c'est l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021. C'était là-dessus qu'on voilà, c'est ça. était. Voilà. Et Bon, bref, aussi en ce moment, la coupe du Monde aussi. Oui. C'était la Coupe du Monde 2022. Non, Mais 2022, c'était bon. Ouais, C'est oui, bon, l'année était bonne. 2022 ça collait. voilà. C'est la période La période, voilà, qui exactement, était exactement. Exactement. inattendue. Bon, on va démarrer par le match. On reparlera de l'Africa Sport tout à l'heure, bien sûr, mais c'était évidemment la grande rentrée de la Côte d'Ivoire. Alors, on attendait un match déséquilibré. On n'a pas vu, enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas, on n'a pas vu une Côte d'Ivoire flamboyante, Roger. Ouais, c'est comme un peu tous les débuts, tous les premiers matchs sont souvent compliqués. On n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on a voulu faire. Et puis, on a été aussi surpris de l'opposition. On a pensé que cette équipe de la Guinée-Bissau serait beaucoup plus faible que ce qu'on a vu. Mais finalement, on a vu l'équipe qui a quand même résisté, qui a posé pas mal de problèmes à cette équipe de Côte d'Ivoire qui, à un moment donné, a commencé même à s'énerver et un peu à oublier son football habituel. Mais on a quand même vu une équipe solide qui a réussi à gagner ce match. Ouais, bon, vous êtes d'accord, les gars, c'était pas extraordinaire. Après, Coach. c'est vrai que, comme disait Roger, on est sur une première rencontre avec un événement qui est attendu depuis longtemps. L'équipe était très crispée. Moi, j'ai suivi un petit peu tous les matchs amicaux. Il y avait des critiques de tout azimut. L'équipe était très, très, très attendue. Et on sentait les joueurs qui étaient un peu tendus, quoi. On se rappelle aussi que la Coupe du Monde, l'Argentine, elle perd contre l'Arabie Saoudite pour son premier match. Et à la fin, elle fait champion du monde. Déçu un peu par le milieu de terrain, moi, de mon côté, par l'impact du caissier Sangaré, Fofana. Tu te dis, ça va tout écraser sur son passage. Alors, c'était pas si mal que ça, mais offensivement, je trouve. Alors, après le deuxième but, ils se sont libérés, mais je trouve qu'en première mi-temps, ça a été un petit peu léger. Et puis, devant, finalement, c'est des joueurs qu'on connaît très bien en Ligue 1. Bamba, Crasso avec Saint-Etienne, il était à Épinal d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. C'était la Ligue 2, en l'occurrence. Et Jérémy Boga, ouais, alors voilà. Et Ajaccio aussi. Ouais, exactement. Bon, voilà, on pouvait peut-être pas s'attendre non plus à un feu d'artifice directement. Après, on parle toujours de la pression, voilà, le premier match de la CAN, tout le pays qui attend, le public. Nous, on n'est pas sur le terrain, on a du mal à mesurer ça. Je sais pas, Roger, est-ce que ça compte vraiment? Parce que peut-être que là, ils étaient un peu en dedans aussi, les gars. Quand même un peu. On attend un événement, ça fait quand même pas mal de temps que les joueurs attendent ça. Et puis, le jour J, on a un peu de pression quand même, parce que c'est quand même un match international qui est quand même pas évident. Mais il aurait fallu peut-être mieux jouer. Peut-être après, ça allait peut-être détendre un peu l'atmosphère. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Les garçons ont eu du mal à se libérer vite. Mais ce qui a surtout, je veux dire, un peu ennuyé l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est quand même la qualité de l'équipe Bissau. Même si ce n'est pas une grande équipe, mais on a pensé qu'elle serait beaucoup plus faible que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais là, elle a quand même résisté. Petit complexe de supériorité des Ivoiriens. Moi, je sais pas, quand on se baladait dans la rue aujourd'hui, tout le monde disait la Guinée-Bissau, c'est quoi en fait? Oui, c'est ce que veut dire. Oui, voilà. un petit peu. Ils ont pensé avoir une équipe très faible. Et là, on a quand même vu une équipe qui a quand même résisté, qui a eu des situations, même si elle a pas eu grand-chose, hein, mais elle a quand même montré quand même un meilleur. Et tu marques trop tôt presque aussi. Peut-être tu marques aussi très tôt, donc derrière, ils ont tu prends pas de risque. ils ont pensé que ce serait vraiment un match facile. Et puis tu marques le premier but, très vite. Mais après, tu penses que ça va être un match facile. Mais tu n'arrives plus après à retrouver ton jeu. Le milieu de terrain a eu quand même beaucoup de difficultés, tu as raison. Parce qu'on n'a pas retrouvé vraiment le Seko, Alors que c'est censé être le point fort de la Côte d'Ivoire, hein, ces trois là au milieu. Là. Tout à fait. Ils ont quand même ils ont beaucoup souffert. Et ils ont beaucoup souffert surtout quand ils n'avaient pas le ballon. C'est-à-dire que quand l'équipe adverse jouait, ils avaient du mal à récupérer les ballons. Ils ont beaucoup souffert. D'ailleurs, il y a un ballon perdu à un moment donné quand Evan Ndika fait une énorme faute. Il y a 1-0 à ce moment-là. Le carton jaune, alors on va pas dire arbitrage maison parce qu'on n'en est pas là. Il aurait le pu prendre carton un jaune, il est gentil quand même. Parce que là, si tu à 10 contre 11, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut être un petit peu pas trop exigeant avec ce groupe, parce que quand on prépare une grande compétition, un grand tournoi du côté européen, on a du temps pour se préparer. Là, les gars, ils arrivent à la dernière minute, c'est au milieu d'une saison où il y a un championnat, les clubs ont du mal à libérer les joueurs. Donc, c'est pas évident de créer une cohésion et un automatisme rapidement. Donc, il faut un peu de temps et on est très, très exigeant avec eux, alors qu'on oublie quand même certains paramètres.
Oui, d'autant que tu as des joueurs, par exemple, on va beaucoup parler ce soir de Seko Fofana. Pendant longtemps, il n'est pas venu. Et puis il revient, et puis on sait pas trop, et puis enfin voilà. Puis après, quand il joue, tu te rends compte que sans lui, tu te dis mais comment il ferait sans lui Mais c'est pas évident quand même. Donc, parce tout ça que est quand même assez aléatoire, quoi. mais vous voyez que c'est quand même difficile pour les joueurs de se libérer, surtout chez les Africains. Vous voyez que c'est difficile à se libérer. Donc on considère attends, que c'est difficile. Moralité, il manque pas une star. Hein. ouais. C'est dans les grands joueurs, il y en a pas un qui est pas là au fond. Non, ils sont là, ils sont là. Mais j'ai envie de dire quand même que, et il a raison, le coach, bon, ils ont eu une semaine de préparation, mais c'est insuffisant quand même. Souvent, quand il y a le championnat d'Europe, les gars, ils ont quand même 3 semaines, 1 mois pour 3 semaines. Bah alors là, pour le coup, c'est en mode Coupe du Monde 2022, parce que là, c'était la même chose, les championnats du jeu s'étaient arrêtés, et on avait enchaîné très rapidement. Donc, mais bon. c'était pareil aussi. Ouais, mais ils avaient un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps. Moi, j'aimerais bien voir la France qui arrive avec 4-5 jours, si elle est aussi performante qu'elle le fait actuellement. Même avec les grands joueurs. Bon après Fofana, franchement, je l'ai trouvé peut-être au-dessus des 2 autres au milieu. Déjà, il homme marque le du premier match. but, il te met la frappe sur la barre. Forcément, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un gros match de sa part dans les conditions dans lesquelles il est justement. Alors les gens que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés à la fin du match, ils en veulent pas du tout à Seko Fofana de ces histoires d'aller-retour. Oui, parce que c'est un joueur important dans l'équipe. Donc, un joueur important, c'est vrai qu'à un moment donné, on était tous fâchés parce qu'il ne venait pas. Mais à partir du moment où il est là, et plus il fait le job, tout est oublié. Hein. Au 32-16, on a Bamba avec nous, qui est supporter ivoirien. Bamba, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir à toute l'équipe. Bon, merci d'être avec nous, Bamba, après ce match. Est-ce que tu as été convaincu, toi, par la Côte d'Ivoire ce soir ? Je suis convaincu, mais j'ai quelques réserves et des petits conseils aussi à donner à l'équipe ivoirienne. Très bien. Bon, on les relaye. Comment ? On relayera. Voilà, effectivement. Donc, bien avant, si vous permettez, j'aimerais aussi faire un petit rectificatif au grand frère Roger. Voilà, Roger. En fait, il avait dit que, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire pensait que les joueurs, du moins les Ivoiriens, ont négligé un peu la performance de, comment dirais-je, de l'équipe de la Guinée-Bissau. Mais il se trouve que nous, les Ivoiriens, on a un petit problème, c'est que c'est une méconnaissance en fait. C'est-à-dire, on se fixe sur les noms et on a tendance à rabaisser ces gens d'équipe. La Guinée-Bissau. C'est ce qu'on dit, complexe de supériorité ivoirien. Exactement, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, on se dit, qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais il n'y a aucune équipe à négliger, il n'y a pas de petite équipe dans ce genre de compétition. Et que, partant de ce fait, je pense que on peut encourager les jeunes gens pour l'instant. Voilà, on peut les encourager pour un début. Seule la victoire compte dans ce genre de compétition. Bon, la manière peut suivre après, mais il faut les encourager dans ce genre de compétition. Maintenant, au niveau de... En fait, pour le pays organisateur d'expérience, tu gagnes le premier match, voilà. Oui. T'es quasi sûr d'être qualifié. Il faut quand même rappeler que la formule, tu as les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés également. Oui. Donc, bon, voilà. Il faut gagner. Et puis après, c'est maintenant... On va dire que c'est peut-être maintenant que ça commence, en fait, au fond. C'est comme une première fois, en fait. Oui, ça commence très bien, oui. Ça commence très bien. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Mais il se trouve que, je pense, à mon humble avis, qu'au niveau de la défense, Jean-Louis Gasset a un petit problème. Bon, peut-être que vous qui êtes mieux placé que nous, vous allez un peu aussi en décortiquer. C'est le côté droit de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a Serge Aurier qui ne joue pas assez dans son club. Et on a mis Sengo qui n'a pas donné grande satisfaction. Bon, je pense qu'il y a des améliorations. Tu penses il y a des améliorations encore à faire. Et que au fil de la compétition, je pense que l'équipe va se retrouver et faire beaucoup mieux. Moi, je veux pas... on va continuer le débat dans quelques instants, mais quand on regarde ce qu'a fait la Côte d'Ivoire sur ces années de préparation, là, parce que tout le monde fait beaucoup de monde fait de la Côte d'Ivoire le favori de cette CAN. Enfin, la Côte d'Ivoire, là, ces derniers mois, ils jouent l'Algérie, ils perdent. Ils jouent le Sénégal, ils perdent. Ils jouent la France, ils perdent. Ils jouent l'Angleterre, ils perdent. Oui. Voilà. Et match nul contre le Maroc.
Donc en fait, t'as pas non plus de référence. Match référence. De match. Voilà. Référence. Eh oui. Oui. C'est Enfin, pas évident. Bah, il faut- C'était pas évident déjà de Gilbert, rassembler il faut les joueurs. dire aussi que c'est un groupe qui ne se retrouve pas assez et que des gens ils viennent un peu de partout, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Donc l'homogénéité tant recherchée, parce que dans ce genre de compétition, il faut aussi une équipe homogène. Ben, cette homogénéité n'est pas encore en place. Et que je me dis que c'est à l'image de presque tous les clubs qui vont passer, vous allez voir que les gens ils ne se retrouveront pas aussi facilement. Voilà. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, par patriotisme, je vous dis que nous allons remporter cette CAN-là. Voilà, tu vois le complexe de supériorité. Non, pas du tout. Et Gilbert, je serai à Abidjan le 26, là. Je viendrai vous voir. Ah bah avec plaisir, tu seras le bienvenu. Notre studio est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais je suis sérieux en plus, j'espère que beaucoup de monde viendra nous voir et qu'on pourra donner la parole à plein de gens. Bon bah t'es le bienvenu, promis. Ok, merci beaucoup. Et à bientôt, bonne soirée. Roger, à tout le monde. Merci. Voilà. Ça marche. Merci. On continue le débat, nous, dans quelques instants. On va faire une petite évaluation. On va parler des matchs de demain. On a un super programme là jusqu'à minuit et demi et d'autres invités qui vont arriver tout à l'heure. Donc bougez pas, on est de retour dans quelques instants ici en direct d'Abidjan. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Il est minuit 19 à Paris, il est 23h19 ici à Abidjan. C'est le premier After CAN d'une longue série. Pendant un mois, l'After sera là après minuit avec vous en direct pour analyser les matchs du jour. Aujourd'hui, il n'y en avait qu'un, mais à partir de demain, c'est un festival de foot ici avec 3, parfois 4 matchs par jour pendant 10 jours. Donc on va se régaler. Aurélien Tirsin est là, Roger Boli, Pierre Mariotti qui est l'entraîneur d'Africa Sport. Roger, j'ai des questions là sur Direct Studio. On me dit ouais, mais pourquoi Roger n'a jamais joué en équipe de Côte d'Ivoire? Eh oui, Pourquoi j'ai pas joué? Va falloir que tu racontes. Oh là là, c'est une vieille histoire. Vieille histoire. Ben, parce que à mon époque, j'avais joué avec les espoirs. Et Avec les espoirs français. Et j'avais plus le droit de jouer avec les. C'est le règlement de l'époque, tu avais interdit. Interdit de jouer avec les. J'ai été appelé à plusieurs reprises. J'ai failli faire la CAN 92, celle que la Côte d'Ivoire a gagnée au Sénégal. Ah, Alain Guaméné, c'est ça? Voilà, j'étais avec eux pendant une semaine. On a plaidé pour que je puisse jouer. Et malheureusement, ça n'est pas passé. Ils ont refusé, la CAF a refusé, la FIFA a refusé. Et puis, ben, c'est justement après mon cas, ils ont maintenant accepté de faire jouer... changer le règlement. Voilà, changer les règlements. Oui, parce que le fameux règlement qui maintenant permet, si tu avais effectivement joué dans les années 2000, ouais. Si je pouvais changer des institutions. Tu aurais joué en espoir ou même un match amical avec l'équipe de France. Tu aurais pu jouer ensuite un match officiel avec la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer avec la sélection ivoirienne. C'est un de mes plus grands regrets. Bon, j'imagine. Surtout que en espoir, tu n'as pas fait beaucoup de matchs en plus. Voilà, tout à fait. À Prime, tu as joué à Prime, non? À Prime, tu n'avais pas joué? J'avais joué un match à Prime, mais c'était un match... C'était contre... C'était à Ivry, là, un match... c'était un match bidon. Oui, mais bon, les Primes, ça n'a pas duré longtemps, même. C'était un match bidon. Ouais. C'était un peu pour me récompenser, parce que j'avais été meilleur buteur cette année-là. Ouais. Et puis malheureusement, ça n'a pas été plus loin, quoi. Bon, par contre, je fais une parenthèse. Oui, quand on voit Kondogbia qui a joué avec l'équipe de France A. Ouais, mais c'est incroyable, lui. Match amical. Ouais. Ouais. Ah, c'est match amical, ouais. C'est le même cas 5 sélections. C'est le même cas pour Aouar. 5 sélections, Kondogbia. En fait, oui, le règlement aujourd'hui fait que si tu joues un match amical avec une sélection, comme c'est pas un match officiel, tu peux partir. Alors là, c'est encore plus assoupli. Même 5 sélections. C'est encore plus assoupli que l'époque. Tu peux faire 25 matchs amicaux, tu pourras faire un match officiel avec une autre sélection. Il me semble qu'il y a une limite d'âge quand même. Je crois qu'il y a une limite d'âge quand même. C'est la loi Mounir et la Dadi là, qui avait joué avec l'Espagne puis avec le Maroc. Il faut préciser d'ailleurs que ce sont les dirigeants africains, notamment les Algériens à l'époque, qui étaient à la pointe du combat pour changer le règlement. Parce qu'ils savaient bien, eux, en Algérie, qu'avec tous les binationaux et tout, ils allaient pouvoir récupérer quelques jours comme ça. Quoi. Oui. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent justement d'aujourd'hui, ces migrations d'un joueur d'un pays vers un autre. On choisit un petit peu en fonction des intérêts qu'on a dans sa carrière. Mais j'avoue que c'est compliqué quand même pour souvent les Français quand même. Parce qu'ils ont beaucoup de binationaux qu'ils arrivent à éclore. Et puis après, ils changent, quoi. Comme le garçon qui joue à Rennes, l'attaquant. Amine Gouiri, ouais. Gouiri, ouais, c'est un super joueur. Et puis qui a décidé de rejoindre l'équipe d'Algérie
Pourtant, c'était quand même un bon espoir. Hein. Bah oui. Très bon joueur. Bon, revenons au match. Les gars, on a vu Gasset là, en conférence de presse soulagé après le match. Il faut quand même qu'on parle de Seko Fofana là, parce que dans le jeu, là ce soir, voilà, on voit que le mec c'est le meilleur, homme du match, leader sur le terrain, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui marque. Enfin, là, bon, je dis pas qu'on a vu qu'un seul joueur hein, ce soir, mais enfin là, il a crevé l'écran, quoi. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est un Lensois. Je sentais qu'elle allait le faire. Je sentais qu'elle allait la faire, celle-là. Il fait honneur au Lensois. Il continue. Non, mais c'est vrai que Seko était un très bon joueur, super joueur. Je crois que il est devenu au fil du temps un joueur important de cette sélection. Il marque, il fait des passes, il apporte sa percussion comme il faisait à Lens. Et il est très dynamique, quelqu'un qui est capable, parce qu'il a un jeu quand même assez, un peu, je veux dire, c'est quelqu'un qui dézone beaucoup, il est un peu partout. Donc il amène cette générosité qui souvent apporte beaucoup à l'équipe. Et puis il a quelque chose de très important qu'il fait, il marque des buts, et puis souvent il fait la différence. Donc c'est vraiment un joueur super. Oui, et puis moi on sent qu'il a aussi un charisme, quoi. Il se passe un truc sur le terrain avec lui. Oui. Pierre. Ah oui, moi je me rappelle de ce joueur parce qu'il était passé par Bastia. Ah oui. Fallait s'en souvenir. Il a fait une belle saison en plus à Bastia. Oui, il avait fait une très belle saison à Bastia. Et quand il était parti, je crois qu'il était parti à l'Udinese. Oui, exactement. Et on avait beaucoup de regrets parce qu'il avait amené. On sentait déjà ce joueur qui percutait ce box-to-box et qui amenait énormément. Oui, parce que Pierre Mariotti, ça vous aura pas échappé, il y a quelques origines corse. Voilà. Bah, c'est là aussi Fofana qui nous manque en Ligue 1 parce que on le revoit à Bollard faire ses frappes enroulées au deuxième poteau, ses projections vers l'avant. Les Lensois, il pleure encore Fofana. Hein. Voilà, je vais pas mentir, j'ai pas regardé les matchs d'Al Nasser, je sais pas s'il le refait dans le championnat saoudien, mais personne n'a regardé, je te rassure. Non, en Ligue 1, il faisait très mal là-dessus. Voilà, on sait que il a. Je veux pas dire qu'il a des difficultés dans ce club-là, mais c'est pas le même joueur là-bas. Il n'arrive pas peut-être avec les stars qui composent cette équipe. Il n'arrive peut-être pas à performer comme il faut. C'est pourquoi on parle de lui dans d'autres championnats. Maintenant, c'est vrai que Seko a vraiment le profil pour continuer à jouer en Europe. C'est un joueur vraiment qui a tellement de qualité et c'est vraiment un box-to-box hors pair. Et puis il manque beaucoup à l'équipe de Lens surtout. Ah ouais. Bon, on va dire qu'il a fait le choix sportif. Ouais, on va rien dire. On va se taire. On va se taire. Bon après, on va jeter la pierre à personne. Mais l'Arabie Saoudite, rien n'interdit de rebondir ensuite, de revenir en Europe. On verra ce que l'avenir lui réserve. Enfin, cela dit, si on renverse la question, c'est peut-être inquiétant de se dire que la Côte d'Ivoire est quand même ultra dépendante d'un joueur comme ça. T'as l'impression quels sont les autres piliers de l'équipe. Bon, Kessié, c'est un mec important. Aller, là, pour l'instant, il est blessé. Sangaré, quand tu es dépendant d'un seul joueur comme ça, ça peut être aussi inquiétant. Ouais, mais justement, je pense que peut-être que c'est aussi le premier match. Donc, il faut peut-être attendre avant de tirer des conclusions. Mais c'est vrai que sur ce match-là, Seko a vraiment la même mise sur cette équipe-là. Et j'ai peur que cette dépendance devienne de plus en plus énorme. Il ne faut surtout pas que ce soit que Seko, parce que le jour qu'on n'a pas Seko ou on a un Seko amoindri, on risque d'avoir des problèmes. Bon, j'espère que les autres vont peut-être prendre aussi le relais. Et tu as Kessié aussi, justement, le duo, les deux sont partis en Arabie Saoudite. Ouais. On parlait justement de ce milieu-là. Moi, je trouvais excuse-moi, mais Kessié qui part en Arabie Saoudite, c'était écrit. Tu vois non, franchement. L'aptonyme, le fameux aptonyme. Ça tacle, hein. Ça joue défensif, là. On est où, là? Mais du coup, sur le rythme qu'ils veulent garder, est-ce qu'ils ont le rythme des championnats européens? Parce que moi, je trouvais qu'en première mi-temps, dès qu'ils partaient un petit peu vers l'avant, derrière, justement, tu avais des contres tout de suite. Et c'était à ce moment-là que les Ivoiriens pouvaient se faire punir. Donc, moi, c'est ce duo-là, je trouve, qui est hyper important. Sangaré, normalement aussi, qui est un top joueur. Au PSV Eindhoven, il était énorme. Nottingham Forest, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je pense que avec ce que j'ai vu aujourd'hui et que j'ai peut-être tout de suite compris, je pense que Gasset devrait peut-être enlever un des trois là pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir équilibrer son milieu de terrain. Je suis pas sûr que
Après, peut-être qu'il va s'entêter, j'en sais rien. Mais s'il veut vraiment avoir un milieu de terrain qui est compact et équilibré, il va falloir faire un choix et peut-être mettre un plus défensif pour, je pense, équilibrer davantage ce trio-là. Ross est avec nous au 32-16. Ross, bonsoir. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Comment se passe la vie? Bien, et toi? Tout se passe bien? Écoute, jusque-là, nous on est arrivés hier, c'est pas comme Pierre et Roger qui vivent ici. Alors, Gilbert, on dit Aquaba. Voilà, merci Ross. On nous a dit Aquaba 300 fois déjà. C'est agréable. Et bonne arrivée. Ouais. Ça, c'est marrant. Ouais. Bon, on parlait de Seko Fofana là. Toi, ça t'embête cette dépendance à Seko Fofana ou pas trop? Non, on va dire que c'est le facteur X de l'équipe. Aujourd'hui, ce premier match, comme l'a dit tout à l'heure Roger, on va pas tirer des conclusions hâtives sur le premier match. Mais je vais rebondir sur ce que Roger a dit. On a un problème au milieu de terrain. On a 3 excellents joueurs, mais c'est 3 mêmes profils. C'est des box-to-box. On n'a pas de vrai milieu défensif. Et je pense qu'un mec comme Jean-Michel Seri, qui jouait un peu plus reculé la CAN précédente, pourrait apporter cet équilibre-là au milieu de terrain. Non seulement il a une qualité de passe extraordinaire, mais il pourrait être un espèce de Pirlo, on va dire, devant la défense pour réguler et donner un peu plus de rythme à l'équipe au niveau du milieu de terrain. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le jeu de nos latéraux n'a pas été bon. Beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs techniques. Donc peut-être que c'est le stress, c'est le fait que c'est le premier match. Mais c'est un match qu'il fallait réussir. Ils ont gagné 2-0. L'équipe en face était intéressante, mais pas assez dangereuse pour poser suffisamment de problèmes à la Côte d'Ivoire. Ouais, moi je retiens ça surtout. C'est vrai que c'est difficile de tirer des conclusions, quoi. Côte d'Ivoire pas impressionnante, mais qui nous a montré quelques trucs quand même malgré tout. Voilà. Rappelez-vous le Sénégal, la précédente CAN, c'était très laborieux pour arriver en finale. Ouais. Très très laborieux. Je suis d'accord avec Et il a gagné. Voilà, l'important, c'est la montée en puissance. Exactement, il faut laisser monter en puissance. On a parlé de Seko Fofana, parlons un peu des autres là, parce que Roger, Pierre, dans l'after, on a ce qu'on appelle l'évaluation. Alors, on met pas des notes, nous. On a des, tu vois, on a des catégories, on a le taulier, on a le pied carré, tu vois, le boulet. On a même le Canada. Coach Courbis a inventé une catégorie, c'est le Canada Dry. C'est le mec qui ressemble à un joueur de foot, mais c'est pas un joueur de foot. Je sais pas s'il y en a un ce soir. Il est dur le coach. J'aimerais qu'on parle de Crasso. Oui. Alors, moi, pardon. Il a marqué, hein. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a un avant-centre à la hauteur de ce qu'il peut attendre avec Crasso? Alors vous allez me dire non, mais c'est pas le titulaire parce que de toute façon, voilà. Enfin, Crasso, c'est pas extraordinaire quand même, non, Ross? Non, le problème de Crasso, c'est que en tant que neuf, c'est la conservation du ballon, c'est-à-dire que il n'est pas capable de pouvoir maîtriser le ballon, temporiser et libérer l'espace pour ses partenaires. Il se défend, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est encore brouillon. La chance, c'est la Guinée-Bissau en face. Si c'est l'Égypte, si c'est le Maroc, si c'est l'Algérie, si c'est le Sénégal ou le Cameroun, voire même le Nigeria, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc il faut qu'il change, on va dire, sa manière d'appréhender les matchs, un peu plus, on va dire, vainqueur sur les duels aussi, parce que je trouve qu'il n'est pas assez conquérant sur les duels. Il fait pas peur aux adversaires. Mais il a marqué un but, ça va lui donner confiance et j'espère pour lui qu'il va monter en puissance aussi. Mais pour le moment, pour le peu que j'ai vu même en sélection, j'ai été les voir en différents matchs amicaux, c'est juste pour la Côte d'Ivoire, c'est juste. Pour aller au bout, c'est juste. Mais c'est pas exclure qu'il puisse apporter une valeur ajoutée, peut-être en tant que remplaçant, si Haller ne fait pas le travail dans les prochains matchs. Il revient. Ouais. Blessé, Haller est blessé, ouais. Là. C'est pour ça. Vous êtes d'accord, Roger, Pierre et Aurélien, avec ce que dit moi, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'on va pas prendre, on va pas s'affoler déjà pour dire que Crasso n'a pas forcément le niveau pour jouer dans cette compétition là ou dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même le second choix du pays, du club, enfin de la Côte d'Ivoire. Le premier choix est quand même Haller. Donc aujourd'hui, on a eu le second choix. Donc le second choix était le problème, c'est que sa véritable... Derrière, tu as Konaté ou même Nicolas Pepe. Je veux dire, moi,
Bon, après, c'est les choix de Gasset. Hein, Non, mais bon, je veux dire, il y a quand même le titulaire, c'est Haller. Voilà, le titulaire, c'est Haller. Il ne pouvait pas jouer aujourd'hui, il est blessé. Il revient, enfin, du moins, il travaille pour revenir. Voilà. Après, le second, c'est Crasso. C'est vrai que pour un second qu'on a vu aujourd'hui, voilà, c'est bon, mais c'est pas suffisant. La demi-heure de Karim Konaté après Crasso, elle n'est pas plus mauvaise que l'heure de Crasso. Ouais, mais je veux dire, c'est pas le titulaire, quoi. Donc, après, il y a 2-0 marqué. Le match est différent. Ouais, après, ouais. Crasso a marqué. L'œil du technicien. Et Konaté a joué la dernière demi-heure là où ça aurait dû être beaucoup plus facile parce que l'équipe menait déjà 2-0, moins de pression. Et pour un attaquant, c'est beaucoup, quand on sait que psychologiquement c'est important, moins de pression, il aurait pu plus se libérer et s'ouvrir le chemin du but. Ce qu'il n'a pas pu faire. Donc moi je dirais avantage Crasso. Et c'est un mec aussi qui s'est révélé sur le tas. Hein. Il était à Épinal il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça en national. Donc voilà, à Saint-Etienne ça a bien marché. L'Étoile Rouge de Belgrade, c'était une bonne opportunité pour lui. Et tu as oublié l'Ajaccio. Aussi. N'oublie pas Ajaccio, s'il te plaît. Il a fait monter en Ligue 1. Mais c'est pas un mauvais finisseur. Voilà, c'est pas un mauvais finisseur. Après, si tu compares à l'époque Drogba, Gervinho, etc., bah oui, ça fait mal de dire. Le problème, c'est que mais ce sera toujours ça. Quand tu es un attaquant, on va pas forcément le comparer à Drogba, qui restera toujours le plus grand. Mais on a envie de dire, voilà, on a connu les Frangin Kalou. Voilà, on a connu des attaquants beaucoup plus forts. Donc quand tu as Crasso, tu es amené à faire une comparaison. Indirectement, mais tu es amené à faire une comparaison. C'est le foot, hein, c'est comme ça. Giroud ou Benzema. Bah, disons qu'entre Giroud et Benzema, il y a peut-être moins d'écart qu'entre Haller et Crasso. Ouais, mais bon. On va pas vexer les Ivoiriens. Ross, je te propose de rester avec nous quelques minutes parce que j'aimerais qu'on parle de Gasset et que tu nous donnes ton avis sur le coach là, qui a bien démarré sa compète. Hein. Nickel. On va donc continuer le débat ensemble sur ce match avant ensuite de parler du foot ici en Côte d'Ivoire, de l'histoire de la CAN, des matchs de demain. On est là pendant encore une petite heure en direct d'Abidjan pour le premier After CAN d'une longue série. À tout de suite dans l'After. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. After CAN en direct d'Abidjan, il est minuit 36 à Paris, 23h36 ici en Côte d'Ivoire. Aurélien Tiersin est avec moi, reporter RMC Sport, Roger Boli, qui malheureusement n'aura pas eu ses 50 sélections avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est ton destin. Et Pierre Mariotti avec nous, qui est le coach de l'Africa Sport. On va reparler de l'Africa Sport tout à l'heure. Et puis on a toujours Ross au 32-16 qui est supporter de la Côte d'Ivoire. Sur les joueurs, sur l'évaluation, les gars, il y a d'autres joueurs que vous voulez citer. Je sais pas, Bamba peut-être. Alors justement, moi c'est plutôt Boga qui m'a plus plu. Et j'aurais dit un petit mot aussi pour Yaya Fofana. Mine de rien, c'est un gardien de Ligue 2 qui s'était un petit peu planté au début en arrivant à Angers. Là, il a quand même une pression sur les épaules. Il n'a pas eu énormément de choses à faire. Un face-à-face, il s'est pas troué. Ah oui. Ça peut aussi le rassurer, lui. Oui, il a eu un face-à-face, il a bien réussi. Ça va certainement lui remettre en confiance. Et puis, pour la suite, c'est bien. Pourquoi est-ce que le Cameroun, par exemple, a toujours eu des énormes gardiens de but, alors que la Côte d'Ivoire n'a pas une école de gardiens de but Non, mais c'est vrai. T'as pas d'explication ? Moi, j'en ai une. Ah, ouais, Pierre. Ça joue beaucoup ici, au Maracana. Maracana, ça veut dire des petits buts. Ah, petit terrain sans gardien. Petit terrain sans gardien. Et t'as pas de vocation là-dessus. Ah, c'est intéressant ça. D'ailleurs, je crois que la dernière CAN, c'est le gardien qui met le tir au but vainqueur. C'est ça, peut-être il a commencé au Maracana, il a joué dans les buts au dernier moment. Mais ce gardien était un avant-centre avant. Yaya Fofana ? Non. Copa Barry. C'était un attaquant avant. C'est à la SEC qu'ils ont dit il nous fallait un gardien parce que personne ne voulait jouer dans les buts. Copa Barry qui était venu quelqu'un d'emblématique parce qu'il a eu une très longue période avec la sélection ivoirienne. C'était pas un immense gardien de but. C'était pas il avait pas. Mais justement son histoire finit trop bien parce que il tire le dernier penalty, il tire le dernier penalty et il arrête. Je crois qu'il arrête. Il arrête le dernier penalty qui fait que la Côte d'Ivoire a remporté sa deuxième étoile. Mais c'est un bon joueur qui était reconverti en tant que gardien. Quand tu dis Maracana, ici c'est le nom générique du terrain de rue, quoi. Voilà. Le petit terrain, le petit jeu. Ouais, c'est ça. Et il n'y a que ça, dans tous les quartiers, de partout. Ça joue avec des petits buts tout le temps. C'est ça. Et pas de gardien.
Ouais, Ross, tu étais d'accord sur l'école des gardiens en Côte d'Ivoire, il y a du boulot, quoi. Tout à fait, non, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire, vraiment. C'est une lacune considérable. Il y a un autre joueur dont tu veux parler, qu'on n'a pas cité sur le match de ce soir. Les latéraux, vas-y. Les latéraux n'ont pas été bons, c'est-à-dire que Conan, Ghislain, qui est d'habitude très percutant, très précis, qui affole les défenses, a été très brouillon aujourd'hui. Franchement, on a insisté sur le côté gauche, ça a été trop approximatif. Et le latéral droit, le petit jeune Singo, il était un peu hors dedans. La preuve, c'est qu'il a été remplacé par Aurier à la mi-temps. Je pense que Gasset s'est rendu compte que... Là, on est, de mon point de vue, on est typique sur le profil de jeunes joueurs qui se retrouvent là, à grand stade, dans son pays, sous les yeux du chef de l'État. Enfin, voilà, il y a un truc quand même... faut quand même les avoir bien accrochés pour être au niveau, non? Mais pourtant Sengo, quand même, a démontré qu'il avait beaucoup de qualité. Hein. On le voit en Ligue 1, où il fait des très très bons matchs. Et puis, c'est vrai que sa sortie, du moins ce soir, n'a pas été très convaincante. Et on sait qu'il est en grande concurrence avec Serge Aurier, qui aussi postule à cette place de titulaire. Maintenant, le prochain match, qui jouera? Parce que Serge Aurier non plus n'a pas été intentionné pour dire que il mérite de jouer au prochain match. Mais Aurier, il y a quand même une explication qu'il faut qu'on ait, parce que c'est le capitaine. Voilà. Et là, tu démarres la CAN avec ton capitaine sur le banc. Il y a forcément un truc. Je pense qu'il va retrouver sa place. Ouais. Je pense qu'il revient titulaire. Ouais, je pense, ouais. Parce que il a fait une rentrée normale. Il n'a pas été exceptionnel. Mais en même temps, peut-être pour l'équilibre de l'équipe et peut-être le mental de l'équipe, il va repartir peut-être sur Serge et puis voir comment ça va donner, quoi. Et si Serge confirme que moi je pense qu'il va comme tu dis, il va le réintégrer titulaire, parce que c'est quand même un garçon d'expérience. Ouais, tout à fait. Et dans les grands tournois comme ça, on a besoin de garçons d'expérience, de tauliers. Et peut-être qu'il a voulu le piquer, on ne sait pas ce qui s'est passé aux séances d'entraînement, et peut-être un peu traîné, et que le jeune a été meilleur. Il a voulu le mettre en situation et peut-être piquer un peu le capitaine. Et ils se sont connus au PSG en plus. Gasset, c'était l'adjoint de Blanc. Hein. Oui. Bon, il y a eu l'épisode de la chicha. Je ne sais pas si ça a laissé des traces. Mais... je crois que ça s'est calmé. C'est vrai, j'ai pensé. Quand tu as dit qu'il était gaze. Mais pas que d'ailleurs. Ouais. Et ça s'est calmé. Je crois qu'ils ont une bonne discussion et les choses sont remises à plat. Justement, Gasset, Ross, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es content d'avoir ce gars-là? Alors moi, pour rien vous cacher, au début j'étais sceptique. Je me suis dit, on amène un pré-retraité à la sélection, qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, mais retraité tout court, parce qu'il avait dit, il y a un moment il avait dit, il avait eu des soucis personnels, hein, on sait très bien ce qu'il s'est... Il a perdu son épouse, il avait plus envie en fait. Et Pam, il est reparti un peu contre toute attente, quoi. Alors moi, pour rien vous cacher, j'aurais préféré avoir quelqu'un de type coach Courbis ou Frédéric Antonetti, qui est un bon général, pour haranguer les troupes et aussi mettre quelque chose de tactique. Il a pris le temps de faire son équipe. Alors, si on veut parler de fond de jeu, je ne pourrais vous dire qu'on a un fond de jeu de possession ou de transition. Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à créer une équipe assez homogène. Et ces derniers matchs, ça a été assez convaincant, où justement, il a trouvé son 11 type. Et je pense qu'au fur et à mesure du tournoi, ça va progresser. Mais je lui dis attention à la lecture des matchs. C'est-à-dire que lorsque Crasso marque son but, je pense qu'il ne doit pas sortir. Je pense qu'à un moment où il marque son but, le jeune prend confiance et peut-être qu'il peut aller chercher un doublé. À la rigueur, Bamba, il n'est pas bon, il est en dedans, tu fais rentrer Pépé, pourquoi pas. Jean-Michel Seri peut rentrer pour faire alléger Seko Fofana ou Sangaré. On peut aussi libérer un milieu de terrain. Il faut qu'il fasse attention à certaines lectures de matchs pour ne pas être pris de court. Parce que j'ai peur que face à des tacticiens et des équipes très pointues comme l'Égypte ou le Maroc aujourd'hui, ces approximations aussi de tactique peuvent faire très mal. Il faut qu'ils fassent attention. Bon. Oui, effectivement, le coaching, vous êtes d'accord avec ce que dit Ross là? Ah, tout à fait. Hein, il veut le prendre comme adjoint, je crois. Là, d'ailleurs, il est fier du seul. C'est judicieux, c'est clair. Ouais, c'est vrai que effectivement, c'est touché du doigt certains points et c'est très juste. À l'inverse, excusez-moi, mais avant son but, Crasso, il rate tout. Toi, Crasso, tu l'as contre lui. À un moment, il va chercher, il nous fait une espèce de mauvaise simulation. Il aurait même mérité un jaune d'ailleurs sur la simulation, franchement. Vous savez, le foot, c'est des détails aussi. Hein. Le foot, des fois, il suffit d'un but pour tout relancer la machine. Hein. Ça se joue à peu de choses. Hein.
Et je pense que Crasso, Ah, mais moi- avec son but, peut-être qu'il aurait pu aller chercher un doublé. On ne sait pas. Moi, je souhaite à Crasso d'être meilleur buteur de la CAN, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, Mais voit les matchs, quoi. T'inquiète pas. Mais allez, quelquefois, tu marques un but, tu fais un doublé, ça change beaucoup de choses. Exactement. Après, il peut être une dynamique pendant les autres matchs. c'est Roger le buteur qui parle. Voilà. Eh oui. Tu peux être une dynamique, la confiance est là, et puis tu tentes des choses, et tu marques, et tu enchaînes des matchs, et tu marques. Et puis beaucoup de choses pourraient changer. Et les Ivoiriens, ils ont besoin aussi de Crasso, parce qu'à l'air, on peut pas dire qu'il marche sur Aller, l'eau ces derniers temps. voilà, donc, et à l'air, c'est incertain qu'il puisse Non, mais, retrouver sa excusez-moi, place. mais Pépé, il est devenu. Mais ultra Pépé, nul, ou- non, Pépé, honnêtement, Pépé n'est pas neuf. moi, tu peux pas jouer neuf, Pépé. moi, honnêtement, je ferais jouer Pépé. Voilà, Pépé, peut-être à la place de. Pépé, il a plus d'expérience que Crasso. À la place de Bamba. Il moi, a je joué fais les grands Pépé. matchs. Enfin, Ouais, mais Pépé n'est pas Pépé, neuf. moi j'ai Pépé n'est pas neuf. Pépé, Boga, pas neuf. Pépé, Boga et Crasso. Je Ouais. fais jouer. Ouais. Moi, j'ai vu Pépé plusieurs fois en position d'avancante quand même. Excusez-moi, le match championnat. Ouais, il a bricolé Non, mais- quand même, Gilbert. Il a bricolé. Ouais. Ouais, son mais c'est poste. pas un Son poste, avançant, vraiment Pépé. C'est autour de C'est un neuf. attaquant. Tout C'est un autour de attaquant, neuf. mais c'est pas un avançant. neuf. Voilà, c'est pas un neuf. Ouais. Bon, j'attends Crasso contre le Nigeria, prochain match. Il a fond. Ah non, mais on verra. Parce que c'est le Nigeria le prochain match. Hein, donc, c'est vrai que, parce que là, tu gagnais pas celui-là, tu te mettais déjà en danger quand même. Hein. C'est clair. Même si tout le monde dit le Nigeria, on va en parler tout à l'heure, il n'y a que des attaquants, c'est une équipe qui est en régression. Bon. Faut faire attention quand même. Vous avez remarqué que Gasset, Ghislain Printemps, adjoint, le fils de René Girard, préparateur physique, il a refait Montpellier en fait. Oui. Joël Gasset. Oui, Mais c'est vrai que. Ah, va c'est peut-être appeler vrai Derzakarian. c'est vrai les connections. C'est vrai que Gasset a quelques difficultés dans les changements. Moi, je trouve, hein, ça fait. Sur le coaching, ouais. Voilà, ça fait maintenant la deuxième fois qu'on le reproche des remplacements approximatifs. Je pense qu'il faudrait qu'il ait encore plus de lecture sur ces changements. Parce qu'aujourd'hui, bon, on peut dire Crasso, voilà, on peut le remplacer, mais les deux gars du côté, c'était les premiers. C'était les premiers. C'est ce qu'il a fait, il en a changé sorti un à la latéral. mi-temps. Il en a Ouais, sorti un à la mi-temps. Ouais. Mais je pense quand même que Pépé, moi, j'aurais fait jouer Pépé. Voilà. Moi, j'aurais fait jouer Pépé. Anti-Crasso et pour Pépé. Aurélien. Ouais, non, sur Gasset, c'est un tout petit pas de côté, mais c'est pour parler de Gasset. Je crois qu'il vit pas non plus à l'année en Côte d'Ivoire. Alors, tu vas me dire, il y en a aucun joueur qui joue dans le championnat ivoirien, mais comment c'est ressenti ça par les locaux, ça, d'avoir un sélectionneur qui Au est début, pas c'était vraiment chaud. sur place? Au début, c'était chaud. Ouais, parce c'est délicat. qu'on a envie d'avoir un entraîneur qui vit ici et puis qui va assister à tous les matchs du championnat. Ça, c'est. Ça, c'est l'école Claude Leroy qui Voilà, arrive toujours à te sortir un ou deux gars dans ses 23 de Tout à fait, locaux. mais Quoi. ouais, parce que c'est Après- toujours important d'avoir quand même un ou deux joueurs locaux dans la sélection. Ross, ouais, vas-y. Pour promouvoir Après- le football ivoirien. Après, il y a une dynamique en Afrique où les récents vainqueurs ont des entraîneurs locaux. Ouais, il y a eu Aliou Cissé et Belmadi. Bon, après, c'est quand même Maroc, des franco. Non, mais Gragui. Greg Gragui. Non, mais c'est vrai que ça, c'est la grande tendance. Ouais. Je pense qu'on fera d'ailleurs un débat là-dessus bientôt. Les Français sont en net recul. Il n'y en a que 3 des Clairement. Français dans la CAN. Là. Ah ouais, clairement. Et là, c'est les Portugais qui arrivent. Vous voyez, il y a plein d'entraîneurs portugais placés. Et ça joue un peu partout. mieux. Ça joue un peu mieux, constaté. Ah. L'Égypte joue mieux. L'Égypte propose L'Égypte un joue meilleur mieux, c'est football vrai. que par le passé. Exactement. Moi, je voudrais revenir un petit Oui, peu Pierre. sur le problème là, de l'entraîneur il y a quand même des choix, des décisions à prendre avant ce genre de compétition. Soit tu fais confiance et tu as une diaspora importante de grands joueurs qui jouent dans les grands championnats européens, et c'est vrai que ça a de la qualité, mais tu as un problème de cohésion, un problème de mise en place. Et ça, tu auras cette difficulté. Ou alors, Bien sûr. comme tu dis, tu restes sur les joueurs locaux, tu sais que tu les as à ta disposition, tu sais qu'ils sont sur place, ils sont chez toi, tu peux bloquer un championnat et les tenir pendant un mois et faire un stage, et tu as une équipe beaucoup plus homogène. Mais qui prendra ce risque-là? Bah, l'Afrique du Après, Sud. le Mais championnat est très pourquoi faible. Le championnat ivoirien est très Pourquoi
Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud, ils ont les Mamelody Sundowns, le champion d'Afrique. Et là, ils ont une ossature. Et les joueurs jouent là-bas, quoi. De rares exceptions près. Mais ils n'ont pas de diaspora, eux. Et puis, il n'y a pas beaucoup de joueurs africains du Sud qui sont en Europe. C'est pas diaspora. Il y a Motiba à Strasbourg, le plus grand club de France. Et il est blessé, le pauvre. Comme l'Égypte aussi. Ross, merci en tout cas. C'était sympa de t'avoir. Merci à vous. Et puis, c'est le pays je crois que c'est bien parti. On t'attend, On T'inquiète pas, on va faire découvrir à Aurélien la street food abidjanaise. Avec grand plaisir. Et puis, écoute, rendez-vous le 18, Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est le prochain match avec plaisir. Des Ivoiriens. Bonne soirée à toi. Dans un instant, on revient. On va parler du championnat ivoirien avec Pierre et Roger. Ensuite, l'histoire de la CAN en question. Et puis, on parlera ensuite des matchs de demain. Parce qu'il y a des belles affiches demain. L'After CAN continue jusqu'à 1h30 du matin en française. On se retrouve tout de suite. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Il est minuit 50 en France, 23h50 ici à Abidjan. C'est la première de l'After CAN qui sera là tous les soirs pendant la compétition jusqu'à la finale le 11 février prochain. Aurélien Tirsin est là, reporter RMC Sport. Roger Boli avec nous ce soir. Pierre Mariotti, l'entraîneur d'Africa Sport. Alors justement, c'est très bien que Pierre soit venu avec toi, Roger, parce que ça nous permet de parler un peu du football ici, en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on disait que nous, évidemment, de France, on regarde les championnats européens, on n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe. Je rappelle quand même, alors évidemment, les fans de foot africains qui nous écoutent le savent, mais enfin bon, il y en a d'autres. Je rappelle qu'en Afrique, tu as quand même des compétitions interclubs qui sont de qualité. Tu as une Ligue des Champions sur le modèle globalement de la Ligue des Champions européenne. Il y a une deuxième compétition, un peu l'équivalent de l'Europa League. D'ailleurs, la Coupe de la CAF. D'ailleurs, la SEC Mimosa, la SEC d'Abidjan, qui représente en Ligue des Champions la Côte d'Ivoire, réussit plutôt bien. Ils ont plutôt des bons résultats ces temps-ci. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il y a deux grands clubs. C'est un peu OM-PSG, est-ce que je peux le dire comme ça, entre la SEC et l'Africa Sport. C'est vrai. Et l'Africa Sport, donc, au sein duquel vous êtes impliqués tous les deux, vit des heures difficiles, Roger. Bon, vivez quand même, parce que là, ça fait un moment quand même. Ça revient. Voilà, ça revient. Voilà, on est dans le championnat de Ligue 2, groupe A. On est primé de ce championnat-là, avec 4 points d'avance sur le deuxième. Bon, on fait un bon parcours, mais bon, on est seulement qu'à la moitié du chemin. Il faudra maintenant confirmer sur les 11 prochains matchs qui vont nous rester pour monter en Ligue 1. Mais Pierre, c'est un club qui a une base populaire énorme. Tout à fait, oui. C'est comme si on mettait l'OM en D2, là. Ah, complètement. Moi, je suis venu trouver ce que je recherchais, c'est-à-dire de la passion, de l'envie, des joueurs qui ont envie de s'investir, qui travaillent sans rechigner, et un public magnifique. On joue à domicile, on fait pratiquement le plein du Champ-Pro. Le stade de repli par rapport à la CAN, et tous les terrains étaient mobilisés, donc c'est le Champ-Pro. Et quand on va à l'extérieur, on fait plus de public que l'équipe qui nous reçoit. Et donc ça nous suit, ça nous soutient, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'énergie. Et c'est vraiment... Déjà, les Ivoiriens, ils sont festifs comme ça, et passionnés. Alors là, l'Africa, ils ont le sang vert et rouge. Comment est-ce qu'on atterrit en Côte d'Ivoire en partant de Corse quand on joue dans le football? Parce qu'on connaît la filière corse en Afrique, mais pas dans le football. Non, je ne suis pas venu pour les jeux. Non, moi je suis parti, j'ai fait le tour de mon île dans le football, et j'avais envie d'autre chose, et je suis parti à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc on a fait une très belle saison avec une ambiance un peu américaine, avec des super gars. On a été champion et vainqueur de la Coupe d'Archipel. Et puis j'ai été appelé l'année dernière à venir secourir un petit peu un collègue qui avait besoin d'un adjoint. Et je suis venu en cours de saison. Et on a fini second à 1 point l'an dernier. Cette année, la personne, le coach Hadj Mohamed, n'a pas voulu repartir. Et donc, j'ai récupéré le poste d'entraîneur principal depuis le début de saison. Et cette année, on est avec Roger, qui est directeur sportif. On bosse pas mal. On a récupéré des installations aussi qui nous aident beaucoup sur le niveau des infrastructures. Et on a un groupe de qualité. Et on est premier, on est champion d'automne.
Et on essaye de redorer le blason de l'Africa parce que effectivement, c'est un grand club d'Afrique qui a gagné la Coupe d'Afrique, la Supercoupe, qui a été champion moult fois en Ligue 1 et qui est le grand adversaire de la SEC. Mais on est un peu dans la situation de l'OM comme à un moment donné, quand il s'était retrouvé dans la 2e division. Et on est un peu au purgatoire, on essaye de remonter le plus tôt possible, ça fait 3 ans. Et j'espère que cette année, ce sera la bonne. Bon, ça veut dire qu'Abidjan est coupé en deux, Roger. On est soit l'Africa Sport, soit mais de ASEC. toute façon, quand tu es ivoirien, tu es soit Africa ou ASEC. Alors après, t'es arrivé des autres clubs, San Pedro, Soa. Mais l'Ivoirien normal, quand il naît, il est soit Africa ou ASEC. Ça, c'est obligatoire. Alors après, on cultive tout ça. Et souvent, ça donne des derbies. Là, du coup, il n'y a plus de derby, là. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on va tout faire pour revenir au plus vite. Pour retrouver ce derby-là, parce que ça manque à beaucoup d'Ivoiriens. Là, il y a les infrastructures qui ont été faites ou refaites pour la CAN. Là, ça va servir. Ça va booster le championnat. Ouais, bon, j'espère qu'on jouera sur le stade de Fouet-Boigny, parce que celui des BMP est quand même assez trop. Parce qu'il y a 2 stades de Dijon, il y a le très grand stade où il y avait aujourd'hui. Je pense que BMP, ce sera pour l'équipe nationale. Le stade de football, c'est le stade historique au centre-ville. Le Félicia, ici on appelle le Félicia. Et j'espère que ce Félicia-là va nous servir, qu'on montrera, de jouer nos matchs dans ce stade-là, et puis aussi de retrouver les grands derbies qu'on aura à faire contre la SEC. D'ailleurs, la SEC joue dans ce stade-là aussi, non? Voilà, en Ligue des Champions, ils jouent là-bas. C'est comme San Siro, quoi. C'est Inter AC Milan. Tout à fait. Et puis il y a eu des grands joueurs aussi qui sont passés par le club. On peut citer les Joseph-Antoine Ben, les Yekini, les Kader Keita. Rachidi Yekini. Oui, bien sûr. Donc des grands joueurs qui sont... Bon, après, il y a des Ivoiriens qui chaque fois, on en parle. Bon. Mais ceux qu'on connaît en France, c'est surtout ceux-là, quoi. Et à la SEC, on connaît des Harouna Dendane, des Baki Kone, les académiciens avec Jean-Marc Gouillou. C'est vrai que il y a eu pas mal de bons joueurs. Il y a eu pas mal de bons joueurs à l'Africa. Mais maintenant, il va falloir qu'on remonte au plus vite, parce que on peut plus se permettre de rester aussi longtemps en Ligue 2. La passerelle entre le championnat ivoirien, que ce soit première ou deuxième division, les jeunes et puis le continent européen, là, il y a quand même une différence. Il y a quand même un peu de différence, parce que c'est pourquoi moi, personnellement, je préfère emmener des jeunes joueurs ici, en France ou ailleurs. Mais ça permet de continuer la formation, de finir la formation comme il faut. Parce que, en général, le petit Africain, quand il va en France, il est souvent physique, et les Européens, ils aiment bien ce profil de joueur physique. Mais il faut lui donner un peu plus de technique encore, beaucoup plus, je dirais, de technique, et aussi de technique générale. Quand je dis technique, c'est technique générale. Tu veux dire que souvent les joueurs partent trop tôt? Ils sont pas forcément, la formation n'est pas forcément maintenant, finie. de toute façon, il peut partir qu'à partir des 18 ans. Oui. Il ne peut pas partir avant. Légalement. Voilà, il ne peut pas partir avant. Donc quand ils partent, physiquement, ils sont quand même bien taillés, mais il leur manque quand même la finition technique. Et souvent, ça leur permet de rester un peu avec la réserve, jouer un peu en réserve en CFA. Ça leur donne la possibilité de beaucoup apprendre, et puis après, ils peuvent retrouver l'équipe première. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que des garçons ici, ils ont des qualités brutes. Ouais. Techniquement, physiquement, c'est brut, c'est costaud. Mais quand il y a des garçons qui arrivent en France, par exemple, dans les centres de formation, ils ont du mal au départ. Ouais. Ils ont des difficultés, et ce qui est logique, parce qu'ils n'ont pas suivi la formation que peut avoir un Français qui a les 14 ans, le pôle espoir, les 17 nationaux, les 19 nationaux. Ça, ils ne connaissent pas. C'est un problème ici. Il n'y a pas ces championnats difficiles dans les catégories de jeunes. Et donc, pas tous ces acquis-là. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au bout d'un an, si on leur laisse un peu le temps, si on les garde au moins un an, c'est eux qui jouent. Hein. Bien sûr. C'est eux qui jouent. Parce qu'ils absorbent. Ils absorbent vite et ils progressent vite. Et vous avez un partenariat type Génération Foot avec le FC Metz, un autre club en Europe qui... Mais j'essaie de mettre ça en place. C'est pourquoi dans ce qu'on veut faire, il faut absolument qu'on remonte. Voilà, parce que, exemple, moi je suis pour parler avec le Racing Club de Lens
pour essayer de m'aider et d'aider surtout mon club, l'Africa. Mais pour avoir une meilleure visibilité, c'est mieux qu'on soit en première division. Mais, et du coup, là, c'est par exemple fournir du matériel, des éducateurs, et puis en contrepartie, peut-être privilégier des départs de joueurs. Exactement. Ouais. Exactement. Mais ça, du coup, je trouve que c'est hyper frustrant, parce que pour vous, quand on veut monter un club, c'est que quelque part, on est obligé d'avoir accès à ce genre de club européen pour avoir plus de moyens, mais derrière, c'est-à-dire que tu as un plafond de verre que tu es obligé d'envoyer tes meilleurs tout de suite, quoi. Ben, c'est un peu ce que fait le FCBS. Ouais, exactement. Exactement. Ben, c'est vrai que s'ils avaient la possibilité d'envoyer des joueurs ailleurs et puis les vendre beaucoup plus cher et avoir surtout des fonds pour pouvoir construire un meilleur... Non, même Génération Foot pourrait gagner la Ligue des Champions africaine contre Al-Ahly ou autre. Mais c'est un peu frustrant. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais quelque part, peut-être le projet, c'était quoi? De peut-être développer les jeunes et puis de les emmener en Europe. Peut-être c'est pas forcément de gagner la Champions League. C'est ça aussi. Oui, mais ce que tu dis, si tu touches du doigt quelque chose d'important, c'est qu'on le retrouve aussi dans les clubs européens, les clubs français. Ah, et maintenant, oui. Les clubs moyens. C'est exactement la même chose. Mais c'est frustrant. C'est frustrant. C'est-à-dire que la réalité économique fait que tu es obligé de vendre tes meilleurs joueurs et tes meilleurs jeunes. Ouais. Un bon club de Ligue 1, s'il sort des bons joueurs, et puis il ne peut pas tenir la distance. Il ne peut pas dire qu'il est obligé de lâcher les joueurs. Pierre Mariotti vous parle, messieurs, dames, entraîneur de l'Africa Sport. Il est passé par Saint-Pierre-et-Miquelon, la Corse. Là, c'est pas une île ici. Tu n'as pas choisi t'es pas resté sur le même, sur la même thématique. Non, on n'est pas sur le côté insulaire. Exactement. Roger Bollet toujours avec nous. Dans quelques instants, on va se plonger un peu dans l'histoire de la CAN. Et puis, on va parler des matchs de demain. Et puis, l'actu du jour. Il faut qu'on donne des nouvelles d'Aboubacar, notamment, autre attaquant important. Et cette fois pour le Cameroun. Il nous reste encore une demi-heure d'After CAN ensemble en direct d'Abidjan. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Il est 1h03 en France. Minuit 3 ici à Abidjan. Encore une petite demi-heure ensemble pour le premier After CAN d'une longue série avec moi, Aurélien Tirsin, reporter RMC Sport, Roger Bolly, que je ne vais pas continuer de présenter. Évidemment, Pierre Mariotti, l'entraîneur d'Africa Sport, ici, l'un des deux gros clubs de Côte d'Ivoire. On a avec nous Kevin Vessière, messieurs. Kevin qui tient avec brio le compte Twitter FC Géopolitics. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Kevin, merci d'être avec nous à cette heure-là, c'est sympa. Tu as publié aujourd'hui, comme tu le fais souvent sur Twitter, une longue série de tweets sur l'histoire de la CAN. C'est très intéressant de revenir aux origines parce qu'on voit que la naissance de la compétition correspond à la période des indépendances ici en Afrique. Donc il y avait, par la création de la CAN, une volonté d'affirmation nationale. Oui, c'est ça ce qui est intéressant avec la création de la première CAN donc, qui a eu lieu en 1957, c'est que ça s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier où en tout cas l'Afrique cherchait à s'émanciper et de plus en plus de pays cherchaient à être indépendants, notamment face aux anciennes puissances coloniales, en particulier la France et le Royaume-Uni, et aussi de s'émanciper à la logique des blocs qui étaient actuellement entre les États-Unis et l'URSS. Et donc, eh bien, cette CAN va s'inscrire en tout cas dans ce contexte-là, notamment à partir de 1956, où en tout cas vous allez avoir notamment la création du mouvement des non-alignés par des pays notamment portés par l'Indonésie et surtout l'Égypte. Et l'Égypte, ça va être le pays qui va être le fer de lance en tout cas de cette volonté de s'émanciper et d'être beaucoup plus indépendant, puisqu'à l'époque, au début des années 1950, eh bien, vous n'aviez que 4 pays indépendants. Et ce mouvement va en tout cas s'accélérer grâce à l'Égypte, notamment sur le volet, on va dire, plus géopolitique, avec un événement important qui va être la crise de Suez, donc en 1956, où là, finalement, vous allez avoir l'Égypte avec son président Nasser, qui pousse en tout cas pour cette volonté que l'Afrique s'émancipe, et en tout cas va nationaliser la compagnie Canal de Suez, qui ne va pas plaire aux Français et aux Britanniques. Et finalement, il va y avoir cette crise où finalement, eh bien, l'Égypte va sortir gagnante et la France et le Royaume-Uni vont sortir perdantes. Et donc, ça va fragiliser en tout cas les anciennes puissances et ça va réaffirmer en tout cas le rôle de l'Afrique. Et en coulisses, dans le même temps, vous allez avoir en tout cas l'Égypte, notamment par la voix de Abdelaziz Salem, qui va vouloir en tout cas créer une confédération africaine de football qui va porter cette demande auprès de la FIFA,
une FIFA qui est à l'époque encore très tournée vers l'Europe, hein, puisque le président de l'époque, c'est le Britannique Arthur Drury. Et en tout cas, l'Afrique, notamment avec le rôle de l'Égypte, mais aussi d'autres pays, notamment l'Éthiopie et le Soudan, vont faire pression. Ils vont dire qu'ils vont quitter la FIFA s'ils n'ont pas le droit à cette confédération africaine de football. Et finalement, eh bien, du fait de ce contexte géopolitique où les puissances, les anciennes grandes puissances en tout cas, perdaient de leur hégémonie, eh bien, il va y avoir cette création de la Confédération africaine de football le 8 février 1957. Et 2 jours après, vous allez avoir la première Coupe d'Afrique des Nations qui va être du coup établie au Soudan. Le Soudan qui, à l'époque, est le dernier pays africain à avoir obtenu son indépendance, qu'il avait obtenu en 1956. Et donc, vous allez avoir cette première Coupe d'Afrique des Nations. Je te coupe, Kevin, parce que je sais que tu es capable de faire une demi-heure sans t'arrêter. Mais il y a un truc qu'il faut se rendre compte aujourd'hui. Évidemment, ça paraît incroyable. Mais en fait, il y avait des CAN alors que la moitié de l'Afrique était encore colonisée. C'est-à-dire que voilà, la Côte d'Ivoire, c'était encore la France. Il y avait la CAN. Par définition, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, en fait. Parce que c'était la France, c'était l'Afrique. C'est ça. C'était pas une vraie CAN. Voilà, c'était l'AOF à l'époque. Et puis, il faut rappeler qu'il y a des pays comme les pays qui étaient sous domination portugaise, Mozambique, Cap-Vert, qui ont eu leur indépendance très très tard, hein, dans les années 70. Et donc, il y a eu de nombreuses cannes, alors qu'il y avait encore des zones d'Afrique qui étaient des zones colonisées, quoi. C'est assez fou. Ça, c'est fou de se dire ça avec du recul maintenant, Kevin. Oui, c'est ça. Et puis, surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est que aussi, comme finalement, on a pu le voir peut-être pour l'Europe avec la création de la première, on va dire, de l'UEFA, et après de l'UE, là aussi au niveau de l'Afrique, vous allez avoir la création en tout cas d'une première organisation, en tout cas où on va voir cette confédération africaine de football avant la création de l'organisation, on va dire, plutôt étatique de l'OUA, qui va être, elle, en 1963. Donc il y a déjà une union de l'Afrique à travers le sport, avant que ça soit une union, on va dire, politique, et c'est ça qui est quand même intéressant. Et après, ça va être, en tout cas, une volonté des pays nouvellement indépendants de participer à cette compétition pour être reconnus pleinement comme pays indépendants à travers une équipe nationale. Exactement. Alors, et après, comment sont arrivées les principales puissances footballistiques? Parce que il y a eu des périodes, hein. L'Égypte, à un moment, a gagné tout. Il y a eu des périodes un peu plus anciennes. Alors, tu parlais du Soudan, c'est vrai, l'Éthiopie au tout début. Il y a eu les périodes aussi un peu Afrique australe. Ça a marché. Est-ce que les résultats footballistiques ont correspondu à on va dire, des périodes fastes des pays en question, ou pas trop, où il n'y a pas trop de liens? Après, pas forcément, il n'y a pas forcément de lien. Après, parfois, il y a des sélections qui ont peut-être eu plus de difficultés du fait du contexte politique, puisque après, c'était plus compliqué pour former une équipe ou pour être en tout cas beaucoup plus présent. Mais en tout cas, oui, ça a pu avoir un lien. Mais ce qui est sûr, c'est que cette compétition a été organisée, on va dire, de plus en plus à des dates fixes, avec un format de plus en plus présent. Et aujourd'hui, voilà, vous avez 52 équipes nationales qui sont présentes en phase de qualification. Donc on voit que ça a son importance et que c'est à chaque fois une très grande fête où chaque pays se veut de participer. Bon, on réentend comme ça l'histoire de la CAN, là, c'est étonnant. Hein. Moi, non, mais cette histoire des indépendances, là, il faut se remettre dans le contexte. C'est vrai que c'est très intéressant, mais effectivement, ces années 50, même l'euro était pauvre en nombre d'équipes. Hein. Ah bah, avant l'éclatement de la Yougoslavie et de l'URSS, c'est sûr que... Puis il y avait 4 équipes, je crois qu'il y avait des... Ouais, les premiers euros, les premiers euros, 4 équipes. Ouais. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est à 24, tranquille. En Afrique, ça fait quasiment la moitié des pays qui participent, en fait, au fond. Hein, 24 sur 54, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait peu. Quoi, tu ferais la CAN à 36, toi, à Angers? Moi, si on avait la possibilité de faire à plus d'équipes, ouais, parce que ça donne la possibilité de connaître un peu tout le monde. Et donc, ça fait une CAN sur 2 mois, les clubs qui gueulent encore plus. Ouais, mais attends, après, c'est vrai, mais il y a quand même aussi le CHAN. Ah oui. Alors le CHAN, pour ceux qui ne suivent pas, c'est l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. Voilà. C'est-à-dire que, et ça, c'est vrai que c'est une compétition qui prend de l'ampleur et qui permet un développement des championnats. C'est important à l'échelle du continent. Là. Et puis c'est une vitrine pour les joueurs locaux qui sont bloqués là. Exactement.
Demain, tu as une sélection de Côte d'Ivoire, tu n'as aucun joueur qui joue aujourd'hui dans cette sélection qui pourrait disputer la CHAN. Ce seraient les joueurs locaux. Et ça, c'est quand même une initiative qui est quand même intéressante. Et c'est suivi ici, c'est plus. Oui, je vais pas dire plus que la CAN à mon avis, mais c'est important. C'est très important. Le seul bémol, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent dans le championnat local, qui en cours de saison, qui vont dans un autre championnat africain. Et ceux-là, s'ils ne sont pas dans le pays de leur nationalité, ils ne pourront pas jouer. Ouais, mais ça, justement, il faudrait y remédier parce que justement, on veut c'est compliqué parce qu'ils jouent quand même dans le championnat africain. Voilà, c'est pour montrer en valeur des joueurs qui sont en Afrique. Ouais. Donc, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient au Sénégal, c'est pareil. La même chose. Ah ouais. C'est la même chose. Kevin, un dernier truc à rajouter là, dans tes recherches géopolitiques africaines liées au football. Après, moi, c'était effectivement lié pour en tout cas comprendre comment, en tout cas, cette Coupe d'Afrique des Nations avait un lien, en tout cas, géopolitique. Et voilà, qu'on voit qu'en tout cas, que c'était pas forcément que du sport et qu'à travers le sport, ça reste quand même un levier pour en tout cas des pays pour s'émanciper ou en tout cas pour être vu et être mis en lumière grâce à une compétition qu'est le football, mais qui reste aujourd'hui surtout un événement médiatique majeur, en particulier la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Kevin, je renvoie à ton compte Twitter, FC Géopolitique. Voilà, vous aurez évidemment avec plein de cartes, d'explications, toute l'histoire retracée de la CAN. Merci Kevin. Merci. Bonne nuit. Oui, il y a quand même des trucs. On aura l'occasion d'en reparler pendant un mois, mais à l'échelle de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment. On avait fait dans la revue de l'After une interview de Claude Leroy. Ouais. Et Claude Leroy disait. Pour qu'on mesure bien l'importance des sélections nationales en Afrique, il disait une CAN gagnée, c'est quasiment l'assurance d'une réélection pour le président en place. Est-ce que, vu de Côte d'Ivoire, vous confirmez cette affirmation de Claude Leroy ? Bon, on va dire quand même qu'il a beaucoup investi, le président Alassane Ouattara. Donc déjà, je crois qu'on le remercie tous. Voilà, d'avoir participé à. Bon, lui le cas n'existe pas parce qu'il ne se représente pas. Hein, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être moi qui n'ai pas tout lu, mais. Non, mais bon, souvent, c'est vrai que s'il gagne la CAN, pour lui, il y a beaucoup plus de chances qu'on voudrait qu'il revienne. En gros, gagner la CAN, c'est la paix sociale, quoi. J'étais avec les supporters avant le match, quand il apparaissait à l'écran, c'était la folie, de la même manière que quand on voyait Serge Aurier, c'était la même chose. Les gens étaient debout comme des fous. Non, mais... donc la popularité au top. Non, honnêtement, on est très content de son investissement pour le football. On est très, très content. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est clair que si aujourd'hui il devrait se présenter à une élection, je pense qu'il aurait beaucoup plus la cote qu'auparavant. En tout cas, ce qui est sûr, moi, vu de qui suis nouvelle arrivée, c'est que la politique et le football ne sont pas si éloignés que ça. Maintenant, ouais. Constate. Maintenant, c'est clair que vous voyez un peu, quand il faisait le discours, le président de la République. Il était long d'ailleurs son discours. Hein. Ouais. Il y avait des trucs à dire. Oui, il y avait beaucoup. Ouais. mais on a vu quand même que tout ce qui était à côté, voilà, il y a quand même pas mal de présidents qui sont venus. Une Coupe d'Afrique. Nous, dans notre hôtel, là, ici, parce qu'on est installé dans un hôtel du centre-ville d'Abidjan, notre studio, on a eu la visite du président de la Guinée-Bissau tout à l'heure. Non, mais c'est devenu plus qu'important ces compétitions de Coupe d'Afrique. Donc, voilà, c'est pas seulement que des matchs. Tiens, on a Aboudé avec nous, qui est un habitué de l'after. Bonsoir Aboudé, merci d'avoir patienté jusqu'à 1h15 du matin. Je t'en prie, salut Gilbert, salut tout le monde. Malheureusement, je ne pouvais pas être à Abidjan parce qu'il y a des tracas administratifs à mon niveau. Je suis étudiant en France. Je suis libanais d'origine, mais né et grandi exclusivement là-bas. Donc, c'est vraiment mon pays. Enfin, c'est mon pays, quoi. J'ai aussi la nationalité, voilà. Bonjour au grand frère Roger aussi, au coach. Bonjour. J'écoute bien avec attention ce que vous dites. Et oui, tout ce que vous dites fait écho. Pour te donner un exemple, Gilbert, sur la politique et le sport, je te prends un exemple. Il y a quelques années, je connaissais quelqu'un qui connaissait un type qui était ancien ministre, un type un peu haut placé et tout. On allait le voir et tout dans la discussion. On parlait un peu de la CAN 2015. À l'époque, il était ministre des Sports à ce moment-là. Mais il parlait en off. Hein. Mais ce que les joueurs, ils ont eu en récompense de ce truc, mais tu hallucines, quoi. C'est-à-dire que ils ont eu des maisons, des terrains, du blé. Enfin,
voilà, pour le contribuable local, c'est indécent. Tu veux dire que c'est à la hauteur de l'enjeu que ça représente pour les politiques, en fait. Complètement. C'est vraiment, c'est le sport. Voilà, le sport, c'est hyper important, quoi. Aujourd'hui, et même, si je dis pas de bêtises, il y a un autre club aussi concurrent à celui dont on parlait tout à l'heure, qui a à sa tête un ancien avocat, qui a fait de la politique. Enfin, voilà, donc le sport, voilà, est totalement entremêlé à la politique, quoi. Et c'est l'opium du peuple. Enfin, faut se rendre compte que Aurélien tout à l'heure il parlait de Trècheville. Trècheville, je connais bien aussi parce que je vis là-bas et puis j'ai ma maman qui bosse dans un magasin et tout. Mais ils étaient fous. Dès 10h du matin, il y avait du bruit, ça chantait de partout. C'est un truc de dingue. Donc ouais, c'est hyper important, quoi. Voilà, c'est pour faire écho à ce que tu disais. Ça me parle totalement, tu vois. C'est ça en fait. Bon, tu nous dis un mot du match, là? Qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, t'es d'accord avec l'analyse qu'on a fait ou Complètement. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il fallait pas trop s'attendre dans la manière. Et puis, si tu veux, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a un peu du mal à tourner la page de la grande équipe parce que quand même, tu as eu une sacrée génération. Hein. Tu as eu une époque où tu avais quand même des gars qui jouaient à toutes les lignes dans tous les grands clubs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on a un peu de mal à tourner cette page malgré les quelques échecs récents. Et voilà, bon là, c'était juste un match d'ouverture, fallait faire le dos rond et puis ouais, faut voir. Bon, ça va être chaud contre le Nigeria, même si ils sont beaucoup plus offensifs, armés à ce niveau qu'au niveau défensif, donc on devrait quand même réussir à faire quelque chose. Mais ouais, faut attendre de voir en fait. Moi tu sais, et puis la Côte d'Ivoire, enfin, tu rencontreras des supporters qui te le diront. Hein, ils ont souvent déçu, donc je pense qu'on est pas mal dans l'expectative à se dire bon. Attendons de voir avant de réellement se précipiter à dire qu'on est favori, tout ça. Enfin, ça n'a pas grand intérêt aujourd'hui. Excuse-moi, mais ceux qu'on a croisés, ils se voyaient gagner la canne direct. Et puis tu sais, on aime chambrer, le Camerounais, tout ça. Moi-même en France, ici, je te dis, je chambre tout le monde. Voilà, si on gagne, c'est l'assurance vie de pavaner sur le continent pendant 2 ans, quoi. Donc, voilà, même nous qui sommes à l'étranger, c'est du chambrage, voilà, je vais avec les potes, on s'est un peu allumé, etc. Donc, en tout cas, voilà, c'était ce que je peux vous dire. Et vraiment, je vous souhaite de passer un bon séjour à Abidjan. C'est où que vous êtes? Parce que moi, j'enverrai tous mes potes là vous voir, parce que j'ai chambré tout le monde. Je dis, attendez, il y a l'after qui vient. Bah, écoute, on peut le dire, on est, je vais te dire, notre studio est au Novotel. Ok. Bah, du plateau, parce qu'il y en a un deuxième. Oui, tout à fait. Moi, voilà, regarde, même, j'ai de la famille aussi au plateau et tout, donc. J'essaierai de vous envoyer mon frangin, tous les potes que j'ai et tout. Enfin, c'est énorme. Avec plaisir. Nous, on va parler foot avec tout le monde. Le studio est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et puis Gilbert, je sais que toi, t'es très attention. Tu fais bien attention sur ta ligne et tout, mais bon, Aurélien pourra te le dire. Je pense qu'il a commencé à bien bouffer déjà. Donc prépare-toi. J'ai rien fait, comment tu sais, toi? Sur la loco, la kéké, bon, Aurélien, il a dû commencer à savoir de quoi je parle. Tout ça, c'est léger, ça se digère tranquillement. En tout cas, voilà. Merci. Après, ce qui est dur, c'est de faire une belle boule avec la main. Par contre, ça, j'avoue, c'est dur. C'est ça, c'est que nous, on est. Voilà, là, va falloir s'habituer. C'est ça, quand tu viens de France, ouais, ça peut désorienter au départ. Mais tu verras au bout de 2 jours, ça passe crème. Voilà. Bon, alors ça va. Demain, c'est bon. Merci, Aboudé, merci. Et puis, bon, on se rappelle, hein. Si, moi, je vous suis pendant la canne, de toute façon. Et puis, je suis les matchs et tout. Et puis, je rappellerai, je taquinerai Adri au standard pour qu'il me fasse passer. Donc, il n'y a pas de problème. Et merci à vous. Bonne séjour. Merci, Gilbert. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Dans un instant, on est de retour. On va parler des matchs de demain et de l'actu du jour. Il nous reste 10 grosses minutes ensemble ici pour l'Aftercan en direct d'Abidjan. À tout de suite. RMC, l'Aftercan. Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit 30 ici en Côte d'Ivoire, jusqu'à 1h30 du matin en France, en direct. Bien sûr, c'est l'Aftercan. Si vous êtes fan des équipes africaines, si vous aimez le foot, les podcasts sont dispo, donc faites le savoir autour de vous. L'Aftercan, ce sera comme ça pendant 1 mois. Aurélien Tirsin avec moi, reporter RMC Sport, Roger Boli, Pierre Mariotti, l'entraîneur d'Africa Sport, également présent. Merci encore les gars d'être venus. Et puis vous revenez quand vous voulez, hein. Je l'ai dit. Nous, la porte est ouverte. On est là pour parler foot avec tout le monde. Et on va essayer de le faire avec un maximum de personnes pendant 1 mois. 2-3 infos avant de parler des matchs de demain quand même, parce que donc il faut donner des nouvelles d'Aboubacar.
Vincent Aboubakar, ou Aboubakar Vincent, comme on dit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pardon. Je vais vexer les Camerounais. On l'a annoncé forfait. Finalement, il ne l'est pas. La Fédé camerounaise a communiqué aujourd'hui. Touché à l'entraînement, dit-on, douleur au niveau de la cuisse gauche. Léger décollement musculo-aponévrotique grade 1. Ah bah ça va. Dit-on. Lésion sans gravité. Grade 1, grade 1. C'est bien. Ouais. C'est bien, mais est-ce que ça va... Est-ce qu'il pourra jouer avec toutes ses qualités à 100%, à 100%, ça va être difficile. Non, Moi, quand quelqu'un est touché, pour moi, c'est foutu. C'est foutu parce qu'il n'aura pas assez de temps pour revenir en pleine possession de ses moyens. Puis déjà, le Cameroun, ils n'étaient pas favoris de la compétition, mais là, c'est quand même un gros coup dur. Méfie-toi du Cameroun. Souvent, c'est quand on les annonce favoris qu'ils ne sont pas là, et quand tu les annonces c'est vrai. Attention, le Cameroun, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez étonnant. Et Choupo-Moting, il y est dans la sélection? Non, pas pris. Choupo-Moting, il y a une histoire. C'est que apparemment, ce serait choix de Samuel Eto'o, selon les infos qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a un bisbille avec le père de Choupo-Moting. Un problème de prime encore. Problème de prime, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Alors que Samuel Eto'o s'était engagé, parce que lui c'était le premier quand il était joueur à vouloir les primes. Maintenant qu'il est président de Fédé, il a dit avec moi il n'y aura pas de problème de prime. Et finalement il y a quand même des problèmes de prime. Non mais je pense que la fédération a payé les primes. Et je pense que c'est le père dit qu'il n'a jamais touché la prime. Donc c'est certainement quelqu'un de la fédération qui a peut-être récupéré cet argent. Il y a eu une histoire camerounaise. Une captation. Il y a eu un braquage quelque part. Non, mais ils ont d'autres attaquants après. Il y a qui? Il y a Toko Ekambi, l'éternel Toko Ekambi, qui est toujours là. Clinton Ng, bon. Vous allez dire, c'est peut-être pas de la trempe de. Alors, non, mais Aboubakar, il a un truc avec la sélection. Aboubakar, c'est Aboubakar. C'est top niveau d'attaque, c'est super fort. Super joueur, je ne suis même pas sûr que le Cameroun pourra remplacer un attaquant comme ça maintenant, parce que c'est vraiment l'attaquant numéro 1 du Cameroun actuellement. Il y a le célèbre Georges-Kevin Nkoudou également. Bon, à voir pour Aboubakar, mais c'est une info importante évidemment pour les suiveurs du Cameroun. Et puis alors, il y a un petit échange sympa entre l'Égyptien et Marocain que je voulais vous raconter aussi, parce que Asdin Ounahi a allumé les Égyptiens. Il dit l'Égypte, elle a remporté pas mal de CAN, ok, mais alors je retrouve ses propos à notre ami Ounahi, mais il a été, en gros il dit de toute façon l'Égypte c'est simple, hein, ils mènent et puis après c'est du cinéma, ils tombent, il a un peu chambré les Égyptiens. Et Mostafa Mohamed lui a répondu, il lui dit écoutez moi Ounahi je l'invite à remporter les trophées, nous on en a gagné 7, voilà. Pam. Ouais, mais bon, quand tu remportes 7 trophées et puis l'autre, rien du tout, J'ai retrouvé les propos exacts d'Ounahi. Ounahi, il dit tu peux dominer, mais ils peuvent marquer le but du 1-0 sur un coup de pied arrêté, et après, un joueur tombe à droite, un joueur tombe à gauche, voilà ce que dit Ounahi d'Égyptien. Ouais, bon, c'est gentil. C'est la réputation des Égyptiens, mais bon, après, il faut savoir le faire. Ils l'ont fait 7 fois, ça veut dire que c'est pas ils ont quand même gagné des Coupes d'Afrique, c'est pas donné. Ils ont quand même des sacrés joueurs. Je trouve que Ounahi, il exagère un peu. Je veux dire, Salah, El Neni au milieu, moi j'adore. Trezeguet, enfin, il y a quand même des beaux joueurs. Donc, c'est pas non plus... Et apparemment, alors j'ai pas vu tous les matchs de l'Égypte ces derniers temps, mais apparemment avec Rui Vitória, ça joue quand même mieux maintenant, avec un Omar Marmouche qui joue bien à Francfort. C'est une équipe à surveiller de près, l'Égypte. Oui, et l'Égypte sait gagner en Afrique subsaharienne. Ils l'ont déjà fait. Ouais, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Mais souvent on dit, mais attention quand même, parce que on a tendance à sous-estimer les Africains du Nord. Surtout dans les pays africains noirs. Afrique subsaharienne, Voilà. Mais cette Coupe d'Afrique, elle est différente des précédentes. Hein. Parce que là, maintenant, les équipes sont mieux entraînées, plus fortes. Et ils joueront tous crânement leur chance de remporter ce trophée-là. Alors, demain, on a Égypte-Mozambique. Bon, on peut penser que c'est déséquilibré. Hein. Je pense que ça l'est, en l'occurrence. Attention. Mozambique, on ne connaît pas bien. Non, moi, je ne connais pas, mais... Hier soir, quand on est arrivé, quand on a débarqué dans l'hôtel, on est tombé sur Mécher, l'ancien joueur de Bordeaux et de Rennes. Ah ouais, d'accord. Il était là, tranquille. Mécher, ouais. Ah d'accord, il est là. Il est là. Ouais,
On verra bien. On habite avec les Mozambicains. Faut se méfier, on les connaît pas bien, mais ça pourrait être la surprise. Une des stars du Mozambique, c'est pas bon signe non plus pour le Mozambique. Il est plutôt en fin de course. Et sur Transfermarkt, je crois que l'ensemble de l'effectif, c'est 5 millions d'euros. Bon, voilà. Ça... Mais bon, ça veut rien dire après. De Mozambique. Ouais. Ah, mais ça veut rien dire. Non, alors je suis d'accord. Mais en face, t'as Salah qui est peut-être le joueur le plus en forme, qui a la meilleure dynamique. Ouais, bien sûr. Et puis Salah n'a jamais gagné la CAN, je rappelle. Ouais, mais. 2 finales, mais 0 CAN, ouais. Exactement. Méfions-nous de ça. Il a la dalle. Ah ouais. Donc ça, ce sera demain, tout comme Nigeria, Guinée équatoriale, dans le groupe en l'occurrence ça, c'est un beau match, de la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale qui a récemment fait quelques parcours sympas dans les CAN. Et le Nigeria, on les annonce comme catastrophiques. On en parlait un peu tout à l'heure. On dit que c'est le bordel à la Fédé. Il y a eu des blessés, des forfaits. Il y a Osimhen, évidemment, il y a quelques très bons attaquants. Et qu'en défense, il n'y a personne. Ils ont un problème de gardien aussi, le Nigeria. Ouais, mais bon, après, ça dépend de la dynamique. Hein. Ça peut être bon comme ça peut être très mauvais. Mais moi, j'ai tendance à me méfier quand même des équipes qu'on sous-estime, surtout dans les débuts de compétition comme ça. Pour le coup, ils ont un coach portugais aussi, Pesero, qui aurait dû sauter, mais comme il y a des problèmes à la Fédé, qu'il n'y a plus trop d'argent, finalement on le garde. Donc déjà, c'est pas un signe extraordinaire. Ndidi s'est blessé au milieu, qui était un des seuls joueurs un peu cadre. Donc effectivement. Il est out aussi. Ndidi, il n'y a pas. Ouais. Donc Osimhen, va falloir qu'il porte l'équipe vraiment sérieusement, quoi. Manque de peau, ça. Et puis dernier match demain, c'est Ghana-Cap-Vert. Ghana, c'est un peu une énigme aussi, on ne sait pas trop mais attention à Ghana. où ils en sont, avec toujours les frères Ayou. C'est une équipe jeune. D'ailleurs, il va faire sa 8e CAN s'il joue, record. Extraordinaire. Il y aura le Tunisien Msakni aussi. Titulaire. Voir. Ouais, parce qu'il joue plus beaucoup. Là, au Havre, il a pris un rouge, il a fait un petit bout de match, il n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, le Havre l'a recruté. Finalement, pour les faire 2 matchs et qu'ils se cassent pendant un mois à la CAN. À mon avis, c'était prévu. Oui, forcément, mais c'est un peu bizarre. Mais attention à cette équipe du Ghana, une équipe jeune avec beaucoup de joueurs de qualité qui sont un peu partout dans les clubs européens. Koudous, qui est la star aujourd'hui du Ghana. C'est très très fort et ça pourrait être la révélation de ce tournoi. Koudous. Bon, le Cap-Vert, je ne sais pas si vous avez les infos sur le Cap-Vert, sur les requins bleus du Cap-Vert. Il y a Logan Costa, le Toulousain. Il y a un ancien joueur de Lille aussi qui joue dans cette équipe-là. Ryan Mendes. Exactement. Il est toujours là. Ils ont quand même fait un quart de finale, si je dis pas de bêtises. Le Cap-Vert, c'est les équipes, nous, oui, l'équipe lusophone et tout, c'est vrai qu'on nous, mécaniquement, on s'intéresse plus aux francophones. C'est un peu logique. Et on n'a pas trop, c'est vrai, on ne suit pas de très près ce qu'ils font. Donc, l'équipe qui a profité à plein des binationaux, là aussi, ils ont pu en ramener beaucoup, ça augmente le niveau. Oui, et puis ils jouent à peu près tous au Portugal, souvent dans des tout petits clubs d'ailleurs. Mais ils sont là, ils sont présents. Bon, on verra demain. Demain, on analysera tout ça ensemble dans l'After CAN. Aurélien, merci. Je ne sais pas ce que tu as prévu demain. Mais je vais aller voir les Égyptiens, un des favoris. C'est à côté, c'est au Félicia. Ouais, c'est bien. Ça risque d'être moins festif. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, et tu auras certainement plus de chances d'être à l'heure. Non, mais je vais pas faire ça tous les jours, sinon je suis mort. Roger, on se retrouve un de ces soirs ensemble. Merci d'être passé. Pierre, merci. Bonne saison. Merci. Puis on va suivre ça. On va suivre la remontée de l'Africa Sport au sommet du football ivoirien. Merci, c'est sympa. Merci à tous. L'émission After CAN revient demain soir. Alors, demain soir, horaire spécial, parce que demain soir, il y a le RMC Poker Show. Donc, il y aura l'After juste après la Ligue 1, comme d'habitude le dimanche. Il y aura le poker avec Daniel. Et ensuite, l'After CAN en heure française de 1h à 2h30 du matin. Mais on sera en direct, on sera au rendez-vous. Bonne nuit à tous, à demain. RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.